Vous connaissez tous ces chiens, peut-être pas leur nom, mais vous connaissez ces chiens, celui qui sauve l'enfant tombé à l'eau, celui qui veille devant la porte, celui qui revient après des centaines de kilomètres retrouver son maître. Nombreux sont ceux qui ont pleuré devant lui, ou pour le moins ont été émus. C'est l'image la plus rassurante du cinéma, la plus innocente, un chien fidèle, courageux, ou bien encore aimant. Sauf que ce chien n'existe pas. Ce courage, ou cette fidélité, il ne les a jamais éprouvés. On l'a dressé pour les mimer. Image par image, prise après prise, on lui a appris à incarner des sentiments qui ne sont pas les siens, mais les nôtres. Et là commence une histoire beaucoup plus trouble qu'il n'y paraît. Parce que le cinéma peut fabriquer un chien qui incarne le meilleur de nous. Mais alors, qu'est-ce qui l'empêcherait de fabriquer le pire ? Tout commence avec Rintintin, un chien ramassé sur un champ de bataille français en 1918, dressé par le soldat qui l'a recueilli. Dans les années 1920, ce berger allemand enchaîne les films pour la Warner, au point qu'on lui prête d'avoir sauvé le studio de la faillite. Et regardez bien ce qu'on lui demande, pas seulement d'obéir, de jouer, d'incarner le courage, la loyauté, la tendresse. Bref, on lui demande de devenir humain. Lassie, Beethoven et tous les autres suivront. Des animaux acteurs parfaitement dociles dont chaque geste sert un récit qui n'est pas le leur. Retenez bien ceci, parce que tout en découle. Ce n'est jamais l'animal qui est bon, c'est le dressage qui devient le miroir de notre humanité. Gardez le mot, parce qu'un miroir peut aussi refléter notre inhumanité. 1982, Samuel Fuller filme Wild Dog, adaptation du roman de Romain Gary. Un berger allemand recueilli par une jeune femme se révèle dressé pour une seule tâche, attaquer les noirs. Un dresseur noir, Case, tente de le déprogrammer. Et le film pose la question qui glace. Peut-on défaire un dressage ? La réponse de Fuller est sans appel. On ne désapprend pas une pulsion une fois qu'elle a été gravée dans un corps. Au mieux, on en déplace la cible. Le chien guéri ne renonce pas à la violence, il change d'ennemi. Fuller savait de quoi il parlait. Il disait avoir été, lui, pendant la guerre, dressé pour tuer. L'animal n'est plus un héros, c'est une machine idéologique. Rintintin, Wild Dog, le gentil, le monstre. Mais dans les deux cas, le chien reste la même chose, un écran. Il renvoie ce qu'on projette en lui. Il n'a pas de pensée, il n'est pas pensé dans son altérité. Et c'est exactement ce qu'un film va tenter de faire voler en éclats. 1989, Baxter, de Jérôme Boivin, écrit par un tout jeune auteur, Jacques Audiard. Baxter est un bull terrier blanc, mais Baxter pense, et nous entendons ses pensées, une voix sourde, glacée, qui juge les humains et méprise leur médiocrité. Vous voyez le renversement ? Pour la première fois, l'animal n'est plus le miroir, il est le regard. Les seuls moments où je suis heureux, c'est quand elle me laisse sortir dans le jardin. Mais ça dure pas longtemps. Ce n'est plus nous qui le fabriquons, c'est lui qui nous observe le faire. Et ce que cherche Baxter, c'est un maître, non pour obéir, pour être enfin compris. Il croit le trouver chez un enfant fasciné par Hitler, qui le dresse comme un soldat. Le chien et le petit dictateur se reconnaissent. C'est là le vertige du film. L'emprise du maître sur l'animal n'a jamais été à sens unique. Elle ne tient que si l'animal le désire. Le dressage n'était qu'une violence subie. C'était un désir partagé. Et pourtant, c'est ce chien, le plus soumis de tous, qui prononce les derniers mots du film. Pas un aboiement, une phrase. N'obéissez jamais. Jamais. Alors une question demeure. Rintintin obéit, Wild Dog tue, Baxter juge. Mais tous trois restent prisonniers du maître. Existe-t-il un cinéma qui laisserait enfin l'animal être libre ? Oui, celui de Jacques Tati. Dès les vacances de Monsieur Hulot, en 1953, un chien vient s'allonger au beau milieu de la rue. Il ne fait rien, il ne sert aucun récit, et c'est tout le monde des hommes qui doit le contourner. Pour la première fois, ce n'est plus l'animal qui se plie à l'ordre humain, c'est l'ordre humain qui s'organise autour de lui. 5 ans plus tard, dans Mon oncle, les chiens traversent tout le film. Une bande de bâtards, errants, ouvrent le récit et circulent librement entre les deux mondes. Le vieux quartier, chaleureux, et la villa moderne et glacée. Et le plus beau, le teckel des Harpels, ce chien de race en petit manteau écossais, le seul bien élevé du film, s'échappe pour courir avec les corneaux. Même l'animal domestiqué rêve de redevenir libre. Enfin un cinéma qui ne commande plus l'animal, qui le suit, l'animal libre de ses gestes. Sauf que Tati était le perfectionniste le plus maniaque de l'histoire du cinéma. Chaque déplacement,
chaque silence réglé au centimètre. Ce chien qui s'allonge librement au milieu de la rue, l'un des plans les plus minutieusement chorégraphiés jamais tournés. L'animal le plus libre du cinéma est aussi le plus fabriqué de tous. Tati ne filme pas la liberté, il en fabrique l'illusion parfaite. Et la boucle se referme. Souvenez-vous du chien du début, celui devant lequel vous avez pleuré. Vous savez maintenant qu'il était fabriqué, mais ces 4 films disent une chose pire. Ça ne s'arrête jamais. L'animal docile, l'animal haineux, l'animal qui pense, l'animal libre, tous sont des produits du cadre et du montage. Même la liberté, surtout la liberté. Depuis le début, depuis 2 chats qu'on a forcés à boxer dans un studio d'Edison, le cinéma n'a jamais représenté l'animal. Il l'a fabriqué.